Le cours, on peut le couper en deux parties. Il va y avoir une partie ultra théorique qui n'est pas forcément ultra intéressante, mais qui peut vous aider à comprendre les notions. Et il y en a une deuxième qui est très calculatoire, où on fait énormément de démonstrations, d'équations, etc., etc. Et ça, pour le coup, c'est vachement important. Donc je vous dirais vraiment, quand il y a des trucs à retenir, qu'est-ce que c'est, et comment ça peut tomber, et ça devrait bien se passer. On y va. Alors, vous avez vu au cours précédent le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique qui vous disait que l'énergie ne peut pas être créée, blablabla. Là, on va continuer de s'intéresser aux grands principes fondamentaux. Et on va aussi reprendre un petit peu ce que vous aviez vu avec l'enthalpie, dans le sens où avec l'enthalpie, vous avez fait toute une démonstration pour prouver que c'était une fonction d'état qui s'intéressait à la chaleur échangée pendant la réaction. Là, on va essayer de trouver deux nouvelles fonctions. Une première pour s'intéresser un petit peu au désordre réactionnel, comment les molécules s'agencent dans l'univers pendant qu'elles réagissent. Et on va essayer de s'intéresser aussi à une fonction d'état qui nous permettrait de prévoir le sens d'évolution d'une réaction. Au lycée, vous avez normalement vu le taux d'avancement d'une réaction et la constante d'équilibre. Là, on va essayer d'aller plus loin avec ces notions et introduire à partir de ces notions au lycée des notions de PES en thermodynamique. Voilà. Si je vais trop vite ou trop lentement à un moment, n'hésitez pas à hurler et à pleurer, je m'arrêterai. Versez des larmes de sang, messieurs. Alors on y va. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le principe d'évolution. Et il vous dit que spontanément, si vous laissez un système évoluer tout seul, il va avoir tendance à évoluer vers l'état de grand désordre, à la fois un désordre spatial et énergétique. Alors ça veut dire en gros que vos molécules ont tendance à se séparer les unes des autres pour créer du désordre spatial et à se répartir entre elles l'énergie qu'elles portent. Voilà, ça va, c'est pas trop difficile. Alors comment est-ce qu'on peut quantifier ça mathématiquement? Eh ben, on va compter le nombre de répartitions spatiales possibles. Vous les comptez oméga fois, et ce oméga est le produit d'une répartition spatiale, donc vous avez oméga spatial, répartition spatiale, et oméga énergie, répartition énergétique. Et ça vous donne une magnifique formule qui est que l'entropie S, la nouvelle fonction d'état, est égale à la constante de Boltzmann que vous avez déjà vue en physique, je crois, multipliée par le logarithme d'oméga. Alors cette formule, par exemple, c'est tout à fait l'exemple d'une formule dont on n'a rien à faire. Donc, vous pouvez retenir la définition, le fait que ça a à voir avec le désordre spatial et énergétique, mais celle-là, par exemple, vous n'avez pas besoin de la retenir. Voilà. Alors, l'entropie, je vous l'ai dit, c'est le désordre à la fois spatial et énergétique d'un système, et on dit qu'elle est maximale à l'état d'équilibre, qui est l'état, par définition, vous l'avez vu la dernière fois, le plus désordonné et homogène. Alors, c'est une fonction d'état extensive. Vous vous rappelez que vous avez deux types de fonctions d'état, les fonctions d'état intensives et les fonctions d'état extensives, donc elle est extensive. Et elle est exprimée en joules par Kelvin moins 1. Ça, pour le coup, c'est ultra important parce que les unités vous seront souvent demandées. Vous retenez, l'entropie, c'est du joule par Kelvin moins 1. D'ailleurs, petite remarque comme ça, on vous a dit au lycée normalement que la température avait à voir avec le désordre des molécules. Bah là, vous voyez, finalement, l'entropie qui mesure le désordre prend en compte la température. Alors, on continue. La conséquence directe de ce principe qui dit que spontanément un système peut évoluer vers le plus grand désordre, c'est que dans un système isolé, c'est-à-dire un système... Arrête-toi! Vite! Allez! Donc, dans un système isolé, c'est-à-dire un système qui ne peut pas échanger ni d'énergie ni de matière avec l'extérieur, s'il y a une réaction chimique qui se produit dedans, vous allez avoir une variation d'entropie forcément positive, parce qu'on l'a dit, spontanément, le système a tendance à évoluer vers le plus grand désordre. Donc si vous l'abandonnez, il évoluera vers le plus grand désordre. Voilà. Par contre, ça ne marche pas pour les deux autres systèmes que vous avez vus, c'est-à-dire les systèmes fermés ou ouverts, dans le sens où, là, il peut y avoir des échanges d'énergie qui pourraient réduire le désordre. Alors, je vous prends un exemple. Je sais pas, vous avez une flamme à l'intérieur d'une pièce fermée, elle libère du gaz, du CO2 à partir de votre allumette, vous augmentez le désordre. Vous aviez du carbone dans votre allumette qui était bien rangé, bien et tout. Et maintenant, avec la flamme, le CO2 qui s'en dégage vient remplir la pièce et vous avez augmenté l'entropie. Maintenant, inversement, si, je sais pas, moi, je vous mettais un verre d'eau au congélateur, le congélateur va diminuer, absorber l'énergie du verre d'eau pour la solidifier. Et là, vous avez vu, même si vous êtes en train de faire, entre guillemets, une réaction de changement d'état, le fait que l'univers aux alentours ait prélevé de l'énergie au système a quand même contribué à augmenter l'ordre, donc à diminuer le désordre, donc à diminuer l'entropie. Ce
que c'est clair? Ok. Alors, ça c'est très théorique, mais c'est bien de le retenir, au moins vous mettez une notion sur la définition. Alors, pour le calcul de l'entropie, on va revoir beaucoup de choses qu'on avait déjà vues avec l'enthalpie. Donc si vous vous souvenez, on a dit pour les fonctions d'état qu'on pouvait faire des cycles, par exemple. On peut aussi faire des cycles avec l'entropie. On a vu avec l'enthalpie la loi de Hess qui se basait sur les variations d'enthalpie. Oui. Bon. Alors on y va. Je disais, à partir de la loi de Hess, on peut calculer les variations d'entropie en se basant sur les variations d'entropie de formation. Donc bon, ça vous rappelle normalement l'enthalpie. Et enfin, on peut se servir des entropies absolues standards, c'est-à-dire ceux de S0. Vous voyez que le 0 qu'on a, ça indique toujours qu'on est en condition standard. Et là, on va faire une petite remarque. Déjà, comme n'importe quelle équation, vous avez les produits moins les réactifs, ça c'est logique. Et pour ce qui est des entropies absolues standards, vous pourriez me demander, c'est bizarre, normalement on a vu avec l'enthalpie, quand on servait des enthalpies en conditions standard, vous aviez un delta H. Et là, j'ai juste un S. Pourquoi j'ai juste un S? Je vais répondre à cette question passionnante. Ça vient du fait que le principe de Nernst dit, le principe de Nernst c'est une belle définition, il dit qu'au zéro absolu, quand vous regardez un corps pur, celui-ci va adopter un ordre parfait, s'organiser de manière cristalline parfaite. Ça, vous l'avez peut-être lu dans des sciences et vie ou dans des... Je sais pas, si vous êtes cultivé un peu, vous savez qu'au zéro absolu, on considère que toute la matière connue s'organise de manière parfaite. Voilà. Donc, au zéro absolu, un corps pur adopte un ordre parfait. Donc l'entropie va varier vers un état constant, puisque vous avez organisé votre système et ne va plus évoluer. Du coup, quand on va calculer une variation d'entropie et qu'on va prendre comme référence l'entropie au zéro absolu, vous allez pouvoir simplifier cette équation puisque le zéro absolu vaut 0. Je suis clair. Du coup, votre delta RS devient juste une entropie à une température donnée. Ok? Alors, ça va devenir rigolo là. Bon, alors c'est pas grave, j'ai un PDF. Alors, là, c'est juste des rappels de maths que vous avez vu normalement en lycée. Des rappels de maths que vous avez vu au lycée qui vous disent que le logarithme et l'exponentielle peuvent se découper quand vous avez un produit ou une division, etc., etc. Ça, je vous invite à le reprendre. Vous l'avez sûrement revu déjà en physique, mais gardez-le en tête parce que là, on va beaucoup s'en servir. Alors, on y va. Hop. On va passer maintenant à la troisième fonction que je vous avais promis d'introduire ici. Oh oui. Et donc, cette troisième fonction, ça va être l'enthalpie libre de Gibbs appelée G. Alors, avec l'entropie, on avait trouvé un truc qui était pas mal, c'est qu'on avait un moyen de prévoir l'évolution d'un système isolé. Dans le sens où on sait que pour évoluer, l'entropie d'un système isolé doit augmenter. Mais je vous ai dit, c'est pas top, parce que pour les systèmes isolés, ça marche, mais pour les systèmes fermés ou ouverts, ça va beaucoup plus. Donc, il nous faut une nouvelle fonction qui serait capable de prévoir l'évolution de n'importe quel système. Et pour ça, on va se baser sur l'entropie S qu'on vient de voir. Alors, on y va. Là, vous allez avoir 3 diapos avec une petite image de contrôle tout en haut à droite, tout en haut à droite. Et cette image veut juste dire que là, vous avez une démonstration qui est d'une part très dure, d'autre part très longue, et surtout totalement inutile. Donc, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, si vous la comprenez, ça vous aide pas mal. Donc on va y aller doucement. Déjà, on va revenir à l'entropie, et on va s'intéresser aux composants de l'entropie. Quand vous imaginez ce que c'est que le désordre, vous pouvez comprendre qu'il y a 2 parties désordre dans un milieu. Vous avez du désordre interne, c'est-à-dire la façon dont les molécules se sont agencées dans votre milieu sans que vous ayez rien apporté. Et vous avez du désordre externe qui vient de la chaleur. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on mettait notre verre d'eau au réfrigérateur, en diminuant la température, on organisait le système.
En fait, le milieu extérieur a influencé l'entropie, et cette composante, cette influence extérieure va être une part d'entropie externe. Donc l'entropie, S, c'est logiquement la somme de l'entropie externe plus l'entropie interne. Ça va? Bon. Alors, on s'intéresse à une variation d'entropie. Cette variation, je la veux extrêmement petite. Ça va être noté, je pense que vous l'avez vu au lycée, ds. Vous savez, quand vous écriviez une dérivée de fonction, vous disiez la variation infinitésimale de f sur dx. Et vous notiez ça df sur dx. Bah là, c'est la même chose. Je veux une variation infinitésimale de s, je note ça ds. Alors, ce ds, c'est la composante de deux choses, donc une variation infinitésimale d'entropie externe, une variation infinitésimale d'entropie interne. D'accord? Alors, ces deux variations, je vais les écrire d rond cette fois, juste parce que l'entropie externe et interne varient selon plusieurs variables, du coup, vous ne pouvez pas mettre un d droit. Ça, c'est une notation mathématique. Donc, vous avez ds égale d rond se plus d rond si. Alors, on va s'intéresser d'abord à l'entropie externe. L'entropie externe, je vous ai dit, elle est due aux échanges thermiques. Ça doit vous rappeler quelque chose, normalement, les échanges thermiques, c'était pris en compte dans une fonction de table que vous avez déjà vue, qui était l'enthalpie. Alors, la variation, l'entropie externe, ce serait la chaleur divisée par la température. Les échanges calorifiques divisés par la température. On n'est pas loin de l'enthalpie. Normalement, si vous vous rappelez bien de votre définition, l'enthalpie, c'est les échanges calorifiques à pression fixée. Bon, ben, on ne va pas se prendre la tête, on fixe la pression et on transforme notre dQ sur dt en dH sur T. Ok? Ça va? Plus de réaction. Bon. Alors, à partir de ça, on a ds égale dH sur température plus d rond si. On continue. Et en regardant cette équation, on réfléchit un petit peu en se disant, notre deuxième principe de thermodynamique, il nous disait que l'entropie d'un système avait tendance à évoluer, à augmenter. Soit elle reste mieux, soit elle augmente, mais elle ne peut pas diminuer. C'est ce que vous disiez, votre deuxième principe de thermodynamique. Bah, en réfléchissant un peu maintenant, vous vous rendez compte que entre l'entropie externe et l'entropie interne, il n'y en a finalement qu'une seule qui ne peut qu'augmenter ou rester nulle, c'est l'entropie interne. Puisque l'entropie externe, bah, c'est des échanges de chaleur. D'accord? Donc, notre variation dSi, elle est forcément positive ou nulle. D'accord? Et, par conséquent, quand vous allez avoir une transformation chimique, si votre entropie interne évolue en restant nulle, vous allez pouvoir revenir en modifiant le système à ce que vous aviez avant, c'est-à-dire que vous aviez un réactif A transformé en un B. Si vous n'avez pas fait changer l'entropie interne, vous pouvez revenir à A, puisque vous n'avez pas de barrière de désordre avant. Okay? Par contre, si jamais, pendant une réaction, pendant une transformation, vous augmentez le désordre interne, là, vous ne pourrez plus revenir en arrière, puisque ça demanderait que vous diminuiez l'entropie interne, ce qui est impossible. Donc, tout ça, c'est du raisonnement logique, mais ça devient quand même un petit peu plus intéressant que l'entropie toute seule. On se dit maintenant, juste avec l'entropie interne, je suis capable de me dire quand est-ce qu'une réaction va être irréversible. Elle est irréversible quand l'entropie interne a augmenté. Ça va, vous me suivez encore? Tu es nul, je vois rien. Donc, on va s'intéresser à notre fameuse petite variation d'entropie interne et essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Parce que, je vous avais dit au début, on veut prévoir le sens d'évolution d'une réaction. Savoir qu'elle est réversible ou irréversible, c'est intéressant, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, on va continuer de creuser. Alors, on peut réécrire l'équation qu'on avait tout à l'heure en faisant passer des ronds SI de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a fait un truc DS de l'autre côté, on a fait un truc extrêmement difficile. Et ça nous donne cette relation-ci. On multiplie tout par la température et on obtient moins T, variation infinitésimale de l'entropie interne, égale variation de l'enthalpie moins température multipliée par variation de l'entropie. Et là, on est content, on a enfin introduit notre nouvelle fonction d'état, on va appeler D de G, la grandeur, moins T des ronds SI. Alors G, c'est une nouvelle fonction d'état, on va l'appeler enthalpie libre de Gibbs, et elle est définie par la relation grand G égale enthalpie moins température multipliée par l'entropie. Donc cette fonction d'état, elle fait intervenir les deux fonctions d'état qu'on avait vues avec le génial. Bon, alors,
là, vous allez me dire, bon, ça fait quand même 3 diapos que tu nous baratines des trucs bizarres et compliqués avec des signes de maths de partout qu'on n'a pas compris. Mais à quoi ça sert? Bah, maintenant qu'on a l'enthalpie libre de Gibbs, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'elle signifie. Déjà, c'est une fonction d'état extensive, comme l'entropie tout à l'heure. Elle est exprimée en joule ou en joule par mol. Ça, vous pouvez le surligner, c'est important, c'est cette unité. Et c'est une grandeur qui tient compte, par sa définition, à la fois de l'énergie thermique échangée en cours de réaction, par le terme de l'enthalpie, et à la fois de la création d'entropie pendant la réaction, par le terme d'entropie. Voilà. Alors, si on regarde la fonction d'état et qu'on essaye maintenant de la traduire, on va dire qu'elle va mesurer l'énergie non calorifique. Attendez, s'il vous plaît. On va dire qu'elle mesure l'énergie non calorifique échangée par le système. Pourquoi l'énergie non calorifique? Vous avez vu au premier cours que H, c'était l'énergie interne du système en prenant en compte la chaleur. Vous en rappelez? Et là, on lui retire à ça une part d'entropie due aux échanges thermiques. Du coup, là, vous n'avez plus que l'énergie qui n'a rien à voir avec la chaleur, produite ou absorbée pendant la réaction. Est-ce que c'est clair? Voyons. Alors, vous aviez l'enthalpie qui mesurait les énergies calorifiques. Vous avez l'entropie qui mesure le désordre et notamment une part de désordre venant de la température du système. Et bien maintenant, quand vous soustrayez, quand vous retirez l'entropie à l'enthalpie, en gros, vous ne vous intéressez plus qu'à toutes les autres énergies que vous ne preniez pas en compte avec l'enthalpie. Enfin, que vous preniez en compte, mais qui incluaient aussi l'énergie calorifique. C'est pas très grave si vous ne comprenez pas ça. Le but, c'est de comprendre ce qui va suivre là. Quand on va s'intéresser aux variations de l'enthalpie libre de Gibbs, on va s'intéresser aux variations énergétiques du système, cette fois. On ne s'intéresse plus aux variations calorifiques, on ne s'intéresse plus aux variations de désordre, on s'intéresse aux variations énergétiques. Okay? Et première chose importante, quand vous avez une réaction, que vous écrivez votre tableau d'avancement comme vous avez l'habitude, vous allez pouvoir avoir différents sens de variation, et vous allez avoir notamment 3 cas, soit une variation d'enthalpie libre positive, soit nulle, soit négative, et en utilisant toujours le même système, en disant que ce qui est négatif est donné par le système et ce qui est positif est pris par le système pour évoluer, vous allez comprendre que quand l'enthalpie libre de Gibbs varie négativement, la réaction libère de l'énergie, ça vous pouvez le marquer, et quand elle libère de l'énergie, on dit qu'elle est exergonique. Quand elle est nulle, ça veut dire que le système n'échange plus d'énergie, et un système qui n'échange plus d'énergie, c'est un système qui est à l'équilibre. Voilà. Et enfin, quand elle est positive, ça veut dire que le système prend de l'énergie pour évoluer, et s'il prend de l'énergie, on va l'appeler endergonique. Ok, c'est clair ou pas? D'un coup, vous comprenez que l'enthalpie libre de Gibbs, ça a à voir avec l'énergie, là? On y est? Bon, on continue. Alors, maintenant qu'on a fait tout ce qui était grande définition thermodynamique, on va s'intéresser aux moyens de calculer, parce que la thermo, c'est quand même beaucoup de calcul. Donc, je vais vous donner là, maintenant, plusieurs formules qui sont, par contre, pour le coup, vraiment à connaître par cœur. Par cœur, Jésus! Avec les couleurs! Donc, la première à retenir, c'est celle qui découle de la définition delta RG égale delta RH moins T delta RS. Simple, efficace. La deuxième se complique pas mal. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait faire apparaître le taux d'avancement que vous aviez vu au lycée. Vous vous souvenez, vous aviez comme taux d'avancement la concentration des produits pondérés par leur coefficient stoichiométrique divisé par la concentration des réactifs coefficientée par leur coefficient stoichiométrique. On y arrive. Bah, là, je vais vous montrer que l'enthalpie libre de Gibbs, vous pouvez l'écrire avec votre taux d'avancement. Alors, la première remarque que j'ai à faire, c'est que quand vous étiez au lycée, vous êtes intéressé énormément à tout ce qui était taux d'avancement, mais dans des milieux aqueux.
C'est-à-dire que vous avez l'habitude de travailler uniquement avec des concentrations. Or, maintenant que vous êtes en P1, vous allez découvrir qu'il y a un truc formidable, c'est qu'il y a des réactions qui se produisent dans le gaz, il y a des réactions qui se produisent avec des solides, et du coup, le taux d'avancement, ça peut plus être défini juste comme un rapport de concentration. Vous allez dire maintenant que votre taux d'avancement, c'est un quotient d'activité. Alors, c'est quoi une activité? Ça va varier de l'état de vos molécules. C'est-à-dire que l'activité notée A ces activités-là prennent en compte l'état de votre molécule. Prenons la molécule A, par exemple. Si elle est solide, A de A vaudra 1. Si A est le solvant de votre milieu, il vaut 1. Maintenant, si vous vous intéressez à un gaz, votre activité va valoir la pression partielle de ce gaz. Et enfin, et là on monte sur le patte, si jamais votre molécule A est un solvant, comme vous l'avez vu ici, vous écrivez une concentration. Champignon. Arrête d'emmerder les autres! Et ça, les femmes, Cuisine. on voit rien! Ah si, mais c'est n'importe quoi! Donc, votre rapport d'activité qui est là, votre nouveau taux de... Non, s'il vous plaît, c'est là. Votre nouveau taux d'avancement est une espèce de méga taux d'avancement. Vous pouvez maintenant calculer des trucs avec des gaz, vous pouvez calculer des trucs avec des solvants, avec des solutés. C'est votre nouvelle définition du taux d'avancement. Et comme un taux d'avancement, vous pondérez par vos coefficients stoichiométriques. Voilà, ça c'était la première. Donc, on vient à notre diapo. Alors, G, c'est une fonction de la pression, de la température et de l'énergie. Et de l'avancement, pardon. Alors, on commence par fixer la pression et la température pour s'en débarrasser. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire que fixer la pression et la température? C'est dire qu'on est par exemple en conditions standard, à 27 degrés. Là, ça veut dire que vous êtes à pression de l'atmosphère à 27 degrés. Donc, une fois que vous avez fixé température et pression, vous pouvez écrire que delta Rg égale delta Rg0 plus RT logarithme du taux d'avancement. Ça, c'est une nouvelle définition, vous pouvez la stabilité la prendre aussi. Elle est très pratique. Alors, si on s'intéresse un peu plus à cette réaction, cette équation, pardon, vous allez voir que vous avez le premier terme delta Rg qui est dépendant de l'avancement. Par contre, que delta Rg en conditions standard est indépendant de l'avancement, puisque en conditions standard, vous fixez vos concentrations. Du coup, vous n'avez plus d'avancement qui peut exister. Ça, c'était une petite remarque. On continue. Ça, c'est ce que je vous ai dit sur l'activité des réactifs et des produits. Et notamment, si ça peut vous rassurer, 99% du programme va se faire en solution, donc souvent, votre taux d'avancement, vous n'aurez pas à l'écrire avec des activités, mais juste avec des concentrations. On continue. Et maintenant, on s'intéresse à l'équilibre. Alors, ce truc-là, quand on l'écrit avec des concentrations, donc toutes nos molécules sont des solidités, et qu'on l'écrit avec des concentrations, vous savez qu'à l'équilibre, le taux d'avancement prend une valeur particulière qu'on appelle la constante K d'équilibre. Et cette constante K, c'est un cas particulier du taux d'avancement. Alors, ça par contre, c'est ultra important, vous le mettez en rouge plus haut. En tant que constante d'équilibre, K ne dépend que de la température et du type de réaction considérée. Et ça, on va vous le demander très souvent, donc retenez-le tout de suite. On continue. Et on s'intéresse donc à l'équation qu'on avait écrite. On avait donc delta Rg égale delta Rg0 plus RT-ln du taux d'avancement, ça on vient de démontrer. On continue sur nos petites remarques sur cette équation. Vous allez me dire, bon c'est super, tu nous donnes un truc pour calculer delta Rg, à partir du taux d'avancement, ça a l'air bien, mais comment est-ce que je calcule delta Rg0? Delta Rg0, on vient de dire tout à l'heure que c'était une constante, puisqu'elle était indépendante du taux d'avancement. Et delta Rg0, vous allez pouvoir le calculer comme n'importe quelle fonction d'état, c'est-à-dire soit en mettant des cycles, soit en observant la loi de Hess, soit en utilisant la relation qui définissait l'enthalpie libre de Gibbs. Voilà. Alors, maintenant qu'on a bien défini ce que c'était que l'enthalpie libre de Gibbs, on va continuer d'avancer, et là, on va enfin ouvrir les portes de la thermo à
À quoi ça sert vraiment? Dans le sens où vous allez enfin pouvoir, grâce à vos fonctions d'état, comprendre comment votre système doit évoluer. Okay? Alors, la première équation qu'on peut écrire avec l'enthalpie libre de Gibbs, c'est de dire qu'à l'équilibre, le système n'échange plus d'énergie avec l'extérieur, donc que delta Rg à l'équilibre égale 0. D'accord? Delta Rg, par ailleurs, est toujours égal à delta Rg0 plus Rt ln du taux d'avancement à l'équilibre, donc Rt ln de K. Et quand vous mélangez les deux, vous pouvez écrire delta Rg0 de T égale moins Rt ln de K. Ça, vous pouvez directement le stabiloter parce que c'est un résultat que vous pouvez utiliser comme tel. Et ça implique que vous allez pouvoir maintenant calculer une constante d'équilibre à partir des fonctions d'état thermodynamiques. Puisque si vous inversez le logarithme en exponentielle, vous allez obtenir K égale exponentielle de moins delta Rg0 sur N. Voilà. Alors la deuxième équation qui fait intervenir G, elle est aussi assez simple, c'est la loi d'action des masses, et elle dit que puisque delta Rg0 est égal à moins Rt ln de K, quand on remplace dans cette équation-là delta Rg0 par moins Rt ln de K, on peut écrire delta Rg égale delta Rg égale moins Rt ln de K plus Rt ln de taux. Et je vous ai dit tout à l'heure que les propriétés du logarithme allaient nous servir. Là, vous pouvez ramener tout ça en un seul logarithme et écrire Rt ln de taux sur K. Ok? Alors, là, on arrive au plus difficile de ce cours, c'est les grosses formules. Donc là, pour le coup, celles-là, elles sont à connaître. Et au moins, retenez la démonstration parce qu'elles sont assez simples, finalement. Donc reprenez-les tranquillement chez vous, vous verrez, ça finira bien par rentrer. Donc, la première, l'équation de Van Toff, elle se base sur deux trucs. Le premier, c'est le fait de dire que delta Rg0 égale moins Rt ln de K. Je viens de le montrer à la diapo juste avant. La deuxième, c'est de dire que delta Rg0, par définition, est égal à delta RH0 moins T delta RS0. Ça. Du coup, en réécrivant un petit peu vos équations, hop, je vais faire si vous voulez. Moins Rt ln de K et delta Rg0 égale delta RH0 moins T delta RS0. En remplaçant, on obtient moins Rt ln de K égale tout ça. Et en faisant basculer le moins Rt de l'autre côté, vous allez obtenir ln de K égale moins delta RH0 sur RT plus delta RS0 sur R. Voilà. Alors, à partir de ça, ça devient un petit peu intéressant parce qu'on se dit, bon, maintenant, vous êtes capable de savoir quelle est la quantité d'énergie qui va s'échanger si jamais vous mettez un taux d'avancement donné. Dans ce cas-là, vous avez juste à calculer un delta Rg en utilisant la constante d'équilibre et le taux d'avancement. Ça, c'est les équations qu'on a vues avant. Maintenant, je vous dis, à partir de l'enthalpie libre de Gibbs, vous allez aussi être capable de calculer une nouvelle constante d'équilibre à une température nouvelle. Exemple, vous êtes mis à la température T1, vous avez obtenu une constante d'équilibre K1, et maintenant, je vous dis, prévoyez ce qui va se passer à la température T2. Alors comme ça, vous n'en étiez pas capable. Maintenant, avec cette formule, on va s'en sortir. La première remarque qu'il faut écrire à côté, c'est dire que la température T2 ne doit pas être très éloignée de la température T1. Parce qu'on va dire que dans un intervalle de température faible, delta RH0 et delta RS0 vont varier tellement peu qu'on peut les considérer comme constants. D'accord? Si on les considère comme constants là-dedans, les seules choses qui varient maintenant, c'est K, qui est fonction de la température, on l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai fait marquer en rouge, et la température, qui varie en fonction de la température. À part ça, lui c'est une constante, lui c'est une constante, lui c'est une constante, et lui c'est une constante. D'accord? Donc on va écrire cette équation une première fois à la température T1, et une deuxième fois à la température T2, et en les soustrayant l'une à l'autre, on obtient cette grosse équation-là qui dit que ln de K2 sur K1
est égal à moins delta RH0 sur R, facteur 2, 1 sur T2 moins 1 sur R. Et avec ça, vous avez une équation qui fait intervenir à la fois K1 que vous connaissiez, K2 que vous essayez de déterminer, et T1 et T2 que vous connaissiez. Du coup, vous êtes capable de prévoir la température K2 en travaillant un petit peu l'équation. Ok? C'est clair ou pas? Oui. Alors, ça c'est la dernière partie du cours, et c'est la partie du cours qui va, à mon avis, être le truc où il y a le plus de pièges possible. Jusqu'à présent, on vous a dit, on se place dans tel milieu, à telle pression, à telle température, etc., etc. Sauf que vous faites quand même des études de santé, et quand vous envisagez un milieu biologique, il y a autre chose qui peut être fixé, c'est le pH. Sauf que le pH, c'est pas comme la température, c'est pas comme la pression, c'est une concentration, le pH. Vous avez vu en lycée que... Alors, vous avez vu que le pH était égal à moins log de la concentration d'H3 au plus. D'accord? Ça, vous l'avez déjà vu. Bah, maintenant, vous l'avez vu. Okay? Le pH, c'est moins log de H3 au plus. La deuxième chose qui va nous servir ici, c'est plutôt un outil mathématique. Normalement, on peut réécrire un log de x, comme étant le rapport de ln de x sur ln de 10. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Non. Eh ben, c'est bien de ln de 10, c'est une constante, évidemment, et ça vaut approximativement 2,3. D'accord? Du coup, ça équivaut à dire que ln de x vaut 2,3 log de x. Ça, c'est un super moyen pour convertir des logarithmes népériens en logarithmes décimaux. Vous pouvez le retenir, ça vous servira beaucoup en physique notamment. Et là, ça va nous servir pour travailler avec le pH. Ok. Donc à partir de ces deux trucs-là, on va s'en sortir et on va réussir à fixer le pH au niveau de nos fonctions d'état. Alors, on y va. Je vais faire la démonstration que pour une réaction qui consommerait des protons. Vous pouvez essayer de la faire pour les réactions qui créeraient des protons, c'est le même principe. Okay? Donc, dans le cas où vous avez une réaction qui consomme des protons, vous allez avoir vos réactifs plus des protons donnent vos produits. Alors, vous pouvez écrire tout de suite votre taux d'avancement, qui est égal au rapport des produits pondérés divisé par les réactifs pondérés. Et alors là, magie, vous pouvez isoler 1 sur H3 au plus. Écrire ça, ça vient même écrire ça. Okay. N'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à un taux d'avancement, mais ce n'est pas tout à fait le taux d'avancement de votre réaction, puisque vous n'avez plus les ions H3 au plus. Donc, ce rapport-là, on va l'appeler taux d'avancement à pH fixé. Pourquoi pH fixé? Parce qu'il ne prend plus en compte les H3 au plus. On les a isolés à côté. Ok? On continue. On réutilise la relation qu'on avait tout à l'heure qui disait que delta Rg était égal à delta Rg0 sur la droite. Oui, c'est cool, ça. Donc, vous aviez cette relation qui disait que delta Rg était égal à delta Rg0 plus Rt à Rt ln de votre taux d'avancement. Et en réutilisant ce que vous avez écrit juste à la diapo précédente, vous pouvez maintenant marquer delta Rg égale delta Rg0 plus Rt ln de taux d'avancement à pH fixé multiplié par 1 sur H3 au plus. Je vous ai dit qu'on allait beaucoup servir des outils mathématiques. Le logarithme d'un produit, c'est la même chose que la somme des logarithmes. Du coup, vous pouvez écrire delta Rg égale delta Rg0 plus Rt ln de taux pH plus Rt ln de 1 sur H3 plus
Le logarithme d'un inverse, c'est la même chose que l'opposé du logarithme normal. Donc vous pouvez continuer en écrivant delta RG égale delta RG0 plus, alors moins, premier piège, ce signe-là, il ne faut pas vous tromper, moins RT ln de H3 plus RT ln de PH. Et là, vous êtes un petit peu embêté parce que je vous ai dit qu'il nous fallait du pH et pas des concentrations. On va se servir de ce qu'on a écrit là. Pour faire apparaître le pH, je dois faire apparaître log d'H3 D'accord? Pour l'instant, j'ai le logarithme népérien d'H3 Donc on se sert de ça. Et on peut écrire que moins ln de H3 c'est moins 2,3 log H3 Ça va? Donc, moins ln de H3 c'est égal à, on a dit pH égale moins log H3 moins log H3 donc ça vaut plus 2,3 pH. Vous avez compris pourquoi il y avait des changements de signe là? Et pourquoi tu bouges comme ça? Parce que j'aime bien. Donc, vous avez compris les changements de signe là? Vous aviez un premier piège qui était ici. Vous avez un deuxième piège qui est là. Ok? Bon, tout vous pouvez réécrire maintenant delta RG égale delta RG0 plus RT fois 2,3 pH plus RT ln de pH. Et avec ça, le tour est joué, vous avez réussi à écrire quelque chose qui varie en fonction du pH. Alors, ce terme-ci, delta RG0 plus 2,3 LTPH, on va l'appeler delta RG0 à pH fixé. Et comme vous aviez déjà fixé votre taux d'avancement à un pH donné, donc vous avez maintenant une équation qui est complètement fixée sur le pH que vous avez. Okay? Bon, bah, vous pouvez faire la même démonstration pour une réaction qui produirait DH+, ça revient au même, et du coup, on a fini la partie plus haute.